Trolls, cette semaine je suis avec Jeff pour cette vidéo de débutant 9e âge, c'est-à-dire comment, c'est quoi le jeu, comment ça se joue, voilà, c'est une petite partie de démo en fait pour montrer un peu comment on joue à ce jeu-là, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour parler du 9e âge d'abord, en fait, pour ceux qui ne savent pas, ça a commencé lorsque Game Workshop a arrêté Warhammer Battle. Fantasy. Ouais, Warhammer Battle Fantasy, bataille fantastique on va dire. Donc, le Warhammer version Moyen-Âge, fantastique, etc. Donc qui était un jeu un peu différent du Warhammer 40K, qui était un jeu en régiment. Et donc quand ils ont arrêté ce jeu-là pour passer à Age of Sigmar, il y a un petit groupe de joueurs qui s'est lancé dans un projet communautaire de faire dans un premier temps une version améliorée qui corrigeait les problèmes de la dernière version, ouais, et de remettre un peu au goût du jour les codex qui étaient un peu trop vieux, tout ça. Donc ça c'était la version 0.99 du 9e âge. Après ils ont sorti la version 1.3 qui était une version déjà qui commençait à s'affranchir un peu de l'historique de Warhammer Battle. Donc déjà avec des sorts refaits, des armées refaites, des codex refaits, etc. Donc là on était plus dans la correction mais déjà dans l'évolution. Et là on va présenter la version 2.0 qui est en fait la première version qui... Bon, on s'entend que ça reste le jeu d'origine. Enfin, on retrouve beaucoup des mécanismes du jeu d'origine, mais globalement, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué, notamment la phase de magie qui est vraiment très différente. Et c'est pour justement aller un peu plus loin, s'affranchir complètement de Game Workshop et ouvrir du nouveau gameplay et avoir une version plus équilibrée du jeu. Parce que il faut aussi reprendre dès le départ les joueurs qui ont voulu lancer ce projet-là, c'était notamment les joueurs de l'ETC. De l'ETC Warhammer Battle qui ont en fait cherché un mode de jeu qui voulait améliorer le côté compétitif du jeu, et pour qui dit améliorer l'aspect compétitif veut dire quelque chose de plus balancé en fait, sans qu'il y ait trop d'abus ou de choses qui sont game breaker, enfin qui vont plier une partie sur un jet de dés. Donc c'est pour ça que notamment la phase de magie a été refaite, parce qu'elle était considérée trop puissante. Un certain nombre d'unités ont été revues parce qu'elles étaient trop puissantes ou pas assez puissantes. L'idée c'est de pouvoir proposer suffisamment en fait, l'idée c'est que la majorité des entrées, enfin que toutes les entrées soient bonnes en fait, et qu'on puisse les jouer, et qu'après c'est la composition d'armée et le talent sur la table qui vont faire la différence. Pour faire la différence, comme les hommes d'armes dans le temps qui valaient moins que des humains normaux. Oui, et qui voilà, c'est genre d'aberration en fait qui en comparant strictement deux entrées qui étaient complètement aberrantes. Alors on s'entend que c'est pas parfait encore, il y a encore des gens qui peuvent trouver des choses où il y a encore des désaccords sur certaines choses, mais ça reste un jeu fait par une communauté, et bon, il y a effectivement un petit groupe de décideurs, mais globalement les retours de la communauté aident à faire que le jeu évolue et d'éviter d'avoir des choses qui sont d'avoir trop d'écart de puissance entre certaines entrées. Voilà. Donc, et après on peut critiquer certaines décisions pour l'évolution du jeu, comme la phase de magie par exemple, on peut regretter ou aimer, etc. Mais bon, ça reste qu'il y a quand même une évolution, et que cette évolution est faite pour aller vers un jeu plus compétitif et plus balancé. Après, compétitif ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer de façon amicale, etc.
bien entendu. Mais ça veut dire aussi que si on prend à peu près n'importe quoi comme entrée, comme là on a fait pour nos armées qu'on va tester tout à l'heure, on prend un peu n'importe quoi comme entrée, globalement on va pouvoir jouer et sauf vraiment gros problème, on risque de ne pas avoir une partie à sens unique complètement cassée avec une unité qui fait toute la partie et qui est complètement au-dessus du lot, quoi. Ben, un moulin à viande qui passe au travers de tout, là. Oui, voilà. C'était aussi un des aspects que je trouvais intéressant dans Warhammer, et dans les anciennes versions de Warhammer 40 000, c'était un peu du héros hammer, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des personnages surpuissants. Alors dans certains cas c'est intéressant, dans d'autres un peu moins. Après chacun aime ou pas, mais voilà, c'était quelque chose que je trouvais marrant de pouvoir stuffer un personnage à fond et qu'il puisse mouliner dans des packs d'ennemis comme si ça faisait pas de différence. Ça doit être un peu mon côté un peu donjon dragon de la vieille époque qui ressort de temps en temps. Ouais, on le tout un peu. Bah, pas tout le monde, mais c'est les vieux joueurs de donjon dragon un peu quand même. Voilà. Donc ça c'est pour le jeu. Alors maintenant on va présenter un peu le mécanisme du jeu, comment le jeu fonctionne. Donc en fait j'ai déjà dit, c'est un jeu qui fonctionne en régiment. Contrairement à du Warhammer 40 000 où le placement des figurines est libre, là les figurines vont être placées en régiment, et donc on va utiliser ce genre de choses qui sont des plateaux de déplacement. Parce que c'est plus facile, comme là on voit, si je veux déplacer un régiment, c'est quand même beaucoup plus facile. Et les mouvements sont quand même assez restreints. C'est-à-dire qu'on a le droit à des pivots, mais le nombre de pivots est limité, et on va pas pouvoir tourner dans tous les sens. L'angle des figurines a une grande importance. Donc c'est un jeu qui va se jouer beaucoup sur le placement et sur comment on va résoudre nos combats. C'est-à-dire, le but, ça va être de se placer le mieux possible pour lancer des charges, de lancer les meilleures charges possibles. C'est-à-dire que l'intérêt, ça va être de choisir ses combats. Et donc de mettre en face de chaque menace, on va mettre la bonne réponse. Et donc d'aller choisir ses combats et d'aller faire des combats généralement à plusieurs unités contre une seule, ou à l'inverse d'avoir une unité qui va bloquer plusieurs unités en résistant parce qu'elle est très solide. Ouais. Donc l'idée c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on va envoyer des unités, on va envoyer au sacrifice certaines unités pour bloquer les packs adverses qui vont nous déranger, pour aller nous envoyer nos packs de puissants là où est-ce que ça va faire mal. Et le but c'est de faire une trouée dans l'adversaire pour pouvoir aller l'attaquer de façon optimum. En sachant que, comme j'ai dit, les angles sont très importants. Donc faire une attaque de côté ou par derrière va être vraiment destructeur. Et après, une fois et ça va nous donner en fait des bonus pour gagner le combat. Et celui qui gagne le combat va pouvoir mettre en déroute l'adversaire. Et la mise en déroute peut vraiment être sanglante pour certaines armées. Quand on fuit, on est... C'est ça, voir la moitié de tes chummies se barrer, ça te donne pas envie de rester. Voilà, ce qui peut arriver, c'est que notre unité perd un combat, elle va fuir. Et si l'adversaire nous poursuit et nous rattrape, il va nous détruire notre unité. Donc on peut perdre un gros pack qui a perdu juste parce qu'il a eu quelques morts de plus, et il va être rattrapé et détruit. Ou alors en fuyant, il peut aussi déclencher des tests de panique dans les autres unités autour. Donc ça peut être faire fuir toute l'armée ou une grosse partie de l'armée d'un seul coup. Fuyez, ce sont des monstres. Voilà, c'est un peu ça. Donc en fait, le moral va être très important, et donc le fait de bien choisir son combat, et par exemple ne serait-ce que de choisir en chargeant de côté ou par derrière plutôt que de face, va donner un impact complètement différent et va permettre de passer à travers un pack que finalement on n'aurait pas pu
Par exemple, de côté, l'adversaire va pouvoir avoir beaucoup moins d'attaques que s'il en avait de face, et donc il va pouvoir faire beaucoup moins de dommages. Et derrière, qui dit dommage, dit résultat de combat, et dit éventuellement perdre ou gagner un combat là-dessus. Donc ça, c'est pour le mécanisme de base, un peu pour comprendre à quoi ça sert et comment ça marche. Est-ce que les terrains aussi ont un effet sur les mouvements? Oui, les terrains ont beaucoup d'effets. Alors il y a pas mal de types de terrains. Alors on peut jouer avec ou sans. Souvent on va jouer des terrains simples comme les terrains dangereux qui vont donner des tests de terrains dangereux qui vont faire qu'on va perdre des figurines ou pas. Et on peut avoir des bloquants aussi. Les bloquants sont très importants parce qu'on ne peut pas passer à travers. Et comme on est très limité du fait qu'on doit bouger avec des roues, des choses comme ça, donc contourner un obstacle peut être très très long. Tu vas perdre 3 tours à essayer de voilà, donc c'est pour ça que ça va être aussi vraiment un jeu de placement. Il faut vraiment bien se placer et que le placement, contrairement à Warhammer 40 000 où on peut facilement traverser toute la table en 1 ou 2 tours parce que les unités bougent beaucoup, là il y a beaucoup moins de mouvement, donc on peut se retrouver bloqué derrière un bloquant et qui va faire que notre grosse unité elle va pas avoir d'impact sur la partie parce qu'elle va passer toute la partie à contourner ça alors que le reste de l'armée adverse est passé par l'autre côté. C'est ça, ou encore les marins qui ralentissent les soldats. Voilà, les terrains difficiles qui vont ralentir, les collines aussi peuvent donner des avantages. Alors, on va pas tout détailler parce que après on rentre vraiment dans le cadre vraiment du détail, mais c'est important en fait. C'est vrai que c'est pas du tout la même logique qu'on pourra avoir. Les tirs sont généralement assez faibles. Ils peuvent être dévastateurs sur des grosses cibles. Les tirs de canon sur un dragon peut-être peuvent faire très mal. Mais globalement, un tir va pas éliminer un pack entier d'un seul tir. C'est très très rare. Oui, un rang, quelques morts, mais c'est assez rare. Certains tirs peuvent faire des morts et déclencher des tests de panique, des choses comme ça, mais globalement, on va pas avoir une armée planquée dans un coin qui va tirer, qui va passer toute sa partie à tirer. Alors bon, il y a aussi les elfes sylvains qui peuvent faire ça, mais ça a été quand même un peu ils ont un peu changé cette politique-là, pour pas avoir trop effectivement des choses qui tirent, une armée qui fait que du tir et contre une armée qui court et qui va lui courir dessus et qui va se faire planter. Qui a le 3/4 du monde vont mourir dans le champ avant de ça rendre. Voilà. Donc ça c'est genre de normalement pas trop. Et ça a été un peu limité. Donc maintenant c'est vraiment du placement et du corps à corps et choisir ses combats. Donc c'est plus tactique on va dire et ça peut être assez subtil et un mauvais déploiement peut vraiment handicaper ta partie quoi. Donc le déploiement va être vraiment important. Ou si tu te bloques toi-même par exemple avec un de tes packs, si tu bloques un autre pack, tu peux justement tu peux vraiment perdre la partie parce que tu n'as pas pu amener les bonnes troupes là où il fallait parce que tu t'es bloqué quoi. Voilà. Donc on en a parlé un petit peu. Donc ce qui va être important dans les packs, c'est les rangs. C'est-à-dire que on peut voir là un petit pack de squelettes qui a été mis sur 3 rangs. Les rangs vont donner certains bonus, mais en fait toutes les figurines ne peuvent pas taper en fait. Donc plus on va avoir de rangs, moins on va avoir de figurines qui peuvent taper, mais le fait d'avoir des rangs va te donner des bonus pour le résultat de combat. Donc tu vas faire moins de dommages, mais tu vas avoir un bonus. C'est sûr que si t'es 50 contre 1... Voilà. Et si t'es 50 contre 1, les seules figurines qui pourront taper, c'est celles qui vont être effectivement en contact socle à socle avec
avec l'ennemi. Ou Donc, celles qui ont des armes plus longues. Voilà, les armes plus longues. Certaines armes vont faire qu'on va pouvoir taper sur 3 rangs au lieu de 2 rangs, par exemple. Certaines règles vont pouvoir donner ça. Mais globalement, on ne peut pas taper sur plus de 2 rangs. Yep. Et donc, comment on va choisir sa formation va impacter notre résultat. Sur les petites figurines, c'est donc tout ce qui est infanterie, ça va être 5 figurines vont donner un rang complet. Les grandes figurines, par exemple, les figurines montées, ça va être 3 figurines qui vont donner un rang. Et si vous avez une figurine gigantesque, comme je sais pas, de la cavalerie ogre, par exemple, des choses comme ça, une seule, ça suffit. Ouais. Donc, après, une fois que vous avez, si vous avez plus d'un rang complet, vous allez avoir un bonus quand vous allez avoir, à partir du 2e rang, vous allez avoir un bonus qui va vous donner un bonus au résultat du combat, et donc vous allez être plus puissant parce que en étant plus nombreux, vous allez pouvoir influencer le résultat du combat. Après, vous avez une formation un peu plus étendue. Si vous avez plus de 8 figurines en largeur, et donc plus d'un rang, vous allez pouvoir vous battre sur plus d'un rang. C'est-à-dire que les figurines du 2e rang vont pouvoir aussi taper. Donc, mais on n'a pas le bonus de rang. Ouais, en gros, c'est comme s'ils contournaient pour... Voilà. Donc, on a 2 modes différents. On peut choisir de s'organiser différemment. Soit on veut taper sur 2 rangs pour avoir plus d'attaque, soit on veut taper sur moins de rangs, mais avoir un bonus de résultat. C'est ça. C'est au choix. Après, ça dépend du nombre de figurines aussi qu'on a. Par exemple, les loups là, qui viennent par 5, bah, ils sont 5, ils pourront pas, ils pourront pas faire mieux, quoi. C'est ça. Après, par exemple, là, les squelettes qui sont 25, et bah, dedans, on peut choisir justement, soit on fait des rangs de 5, soit on va faire un carré avec des rangs de 5, soit on va faire des rangs de 8 pour avoir des attaques supplémentaires. Après, ça va jouer aussi sur l'empreinte au sol, et ils vont pouvoir, et sur la façon aussi de, comment ça s'appelle, donc ils vont pouvoir se déplacer. Parce que s'ils sont très larges, bah, ils vont avoir du mal à passer entre des décors, et donc il va falloir qu'ils fassent une reformation, donc ils vont perdre un tour à se reformer. Ouais. L'avantage, c'est par exemple, si on a un musicien va pouvoir nous aider à la reformation. Bon, ça, on en reparlera un peu plus tard. Et donc, une fois qu'on s'est organisé en régiment comme ça, une des choses importantes, c'est les angles de vue. C'est-à-dire que on va prendre des angles à 45 degrés par rapport au bord du régiment. Et ça va nous donner l'angle devant, la face, le côté et l'arrière. C'est important parce que en fonction de comment on va être impacté par l'ennemi, par exemple comme ça, par les cavaliers, de côté, s'ils impactent de côté, c'est important pour la charge en fait, en fonction d'où ils viennent pour charger. On verra après comment ça marche, mais ils vont avancer tout droit. On va faire ce qu'on appelle un clip pour les aligner, pour avoir des combats alignés. Et en fait, en fonction de comment ils viennent, bah, le clip va se faire vers l'avant ou par le côté s'ils viennent. Et donc, en fonction d'eux, bah, ils vont, par exemple, sur le côté, il y a seulement les figurines contactées sur le côté qui vont pouvoir taper. Et en plus, celui qui va attaquer par le côté va avoir un bonus du fait qu'il attaque par le côté, au résultat du combat. Donc, c'est très important de pouvoir choisir l'angle dans lequel on va engager l'adversaire pour pouvoir faire le maximum de dommages. Si on peut le prendre par le côté, généralement c'est plus fort, et même un très gros pack ici, très nombreux, même en faisant que quelques pertes, du fait de voir la pénalité d'avoir été chargé de côté, vont peut-être perdre le combat, alors que si ça avait été de face, il serait resté parce qu'il y aurait mieux encaissé. Voilà. Donc ça, c'est un des mécanismes importants du jeu à connaître. Maintenant qu'on a vu à peu près quels étaient les principes généraux du jeu, on va voir comment se déroule un tour de jeu. Donc première phase d'un tour, ça va être la phase de charge. Donc on va choisir toutes les unités qui veulent charger, on va déclarer les charges et on va les faire charger. Donc c'est important parce que avant tout le reste, on fait nos charges. Ouais.
Donc c'est pour ça que le placement est important parce que si on avait, il faut qu'on passe un tour à l'avance. C'est-à-dire que si moi je veux charger avec une unité, faut que je la mette en place le tour d'avant pour qu'elle puisse à mon tour faire sa charge et pas être bloquée par une de mes unités ou bloquer les lignes de tir de d'autres unités alliées qui voudraient pouvoir arroser la place où ils vont charger ou encore voilà. Qui les empêche de tirer carrément parce qu'ils ne voient plus leur cible. Voilà, donc, et c'est pour ça que ça va être important de bien se placer pour pouvoir commencer, parce que vu qu'on commence par la charge, bah, si tu es mal placé, tu peux pas d'abord bouger pour corriger ton placement et après lancer ta charge. Une fois qu'on a réalisé toutes les charges, on va pouvoir faire les mouvements standards. Donc les mouvements de toutes les autres unités qui, elles ne pourront pas contacter l'ennemi. Donc on voit déjà le fait de s'organiser comme ça fait qu'il faut vraiment bien prévoir à l'avance ses charges et ses mouvements. Après, on a la phase de magie, la phase de tir, et enfin la phase de résolution des corps à corps. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on fait les charges en premier et on résout les corps à corps en dernier. Donc, ça peut paraître curieux, mais c'est toute une mécanique de jeu un peu spéciale et qu'il faut où il faut vraiment bien prévoir tout à l'avance. Et effectivement, si on a plusieurs charges à faire, aussi il faut bien choisir dans quel ordre on les fait pour pas qu'il y en ait une qui bloque l'autre, si une réussit, ou si notre charge rate aussi, parce que si notre charge rate, on va avancer quand même. Donc c'est... c'est un peu aussi un counter, un peu comme on voit à 40K aujourd'hui, où est-ce que tu peux tirer sur une unité et après ça la charger pour être sûr de l'annihiler ou de la faire fuir. Tandis que là, tu choisis entre aller la chercher au corps à corps ou l'arroser. Voilà. Oui, et comme l'ordre est différent, enfin, parce que c'est vrai qu'à 40K, tu vas pouvoir bouger, tirer sur l'unité, je l'ai pas tué, je la charge pour la finir. Là, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est tu charges, donc tu vas avoir des unités sur lesquelles qui vont être engagées au corps à corps, sur lesquelles tu pourras plus tirer. C'est ça. Donc il faut que tu choisisses bien tes charges. Et que tu fasses attention aussi que tes charges, parce que si tu rates ta charge, que tu peux te bloquer, dans quel sens tu les as fait, tout ça, pour pas te bloquer, pas bloquer tes tirs et pas bloquer tes mouvements aussi. Parce que avec une charge ratée, tu pourrais te retrouver avec une unité qui serait devant toutes tes lignes et que tous tes restes de mouvement vont être bloqués à cause de ça. C'est ça. Donc, ça rend les tours aussi moins létales. Voilà, moins létaux, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est vraiment un jeu de placement. Et c'est là où on voit le placement et comme on fait on va faire les combats au corps à corps en dernier, c'est aussi parce que du coup ça permet qu'on ait pu les booster, etc. On peut les booster avec la magie. Mais pareil, c'est aussi, il faut quand même prévoir son coup, parce que si on se retrouve avec son mage, si on a fait une charge et que son unité est trop loin pour son mage et qu'on peut plus faire ses boosts, tout ça, donc c'est vraiment bien penser à tout ça avant de se dire je fonce dans le tas, je tire partout et je close un peu à la ouais, c'est ça, où est-ce que je suis capable de le faire. Voilà. Donc c'est un mécanisme un peu différent. C'est ça que je trouve aussi intéressant dans ce type de jeu, c'est pour jouer un peu à quelque chose de différent, quoi. C'est-à-dire avoir un gameplay différent par exemple, je suis pas intéressé par Age of Sigmar parce que c'est globalement la même chose que Warhammer 40 000, sauf qu'il y a moins de tirs, quoi. C'est ça. Il y a moins de tirs, mais globalement ça reste la même chose, avec le même gameplay, etc. Là, on a vraiment un gameplay complètement différent, avec des phases qui sont pas du tout dans le même genre, et on va pas choisir la même... la tactique va être complètement différente. Ça reflète un peu plus aussi les stratégies médiévales. C'était plus lent sur les champs de bataille, moins de concentration. C'était, en tout cas, c'était... fallait prévoir plus à l'avance chacune des stratégies à appliquer. Effectivement, il faut... quasiment au premier tour, il faut qu'on... que le plan ça a été. Ouais, il faut qu'au premier tour, on sache à peu près où est-ce qu'on veut s'en aller, quoi. Alors effectivement, là, il va falloir réagir à l'adversaire et choses comme ça, mais globalement, si notre stratégie elle est mauvaise au tour 1, c'est difficile, on peut difficilement... ça va être difficilement pardonné, quoi. Maintenant, on va parler des caractéristiques des figurines. Parce que ça, c'est une évolution de la V2, du 9e âge.
c'est qu'il y a certaines caractéristiques qui ont changé. Ils ont découpé un peu plus pour être un peu plus fins. Alors, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Moi, je trouve que c'est intéressant sur certains aspects. Sur d'autres aspects, je trouve que c'est trop de caractéristiques et tue un peu la caractéristique. Je sais pas, là je suis un peu mitigé là-dessus. Après, c'est comme tout, hein, ça demande à être testé. Une fois que tu l'as rentré un peu dans la tête, tout ça, ça va. Mais c'est vrai que peut-être que le fait qu'il y ait beaucoup de caractéristiques pour une seule figurine peut donner un peu une impression de lourdeur. Bon, sachant que globalement, comme on a vu qu'on ne pouvait pas faire toutes les phases, on ne peut pas faire je bouge, je tire, je charge. Donc globalement, on va utiliser moins de caractéristiques des figurines. Et il y a beaucoup de figurines qui n'ont pas de tir, des choses comme ça. Donc globalement, c'est vrai que ça peut être un peu plus simple. Mais, et puis ça peut donner des choses un peu plus sympas de ne pas avoir toutes les armées avec toutes les mêmes caractéristiques. Donc là, il peut jouer un peu plus sur certaines choses et donner une âme un peu plus différente à chaque armée, un gameplay un peu plus différent. Personnalité. Donc je trouve ça positif de ce côté-là. De l'autre côté, effectivement, pour un débutant qui voit une fiche d'armée avec autant de caractéristiques, je sais pas, ça peut être un peu rebutant. Alors on va les citer, hein, c'est vite fait. Donc on a le mouvement, donc normal, en pouce. On a le mouvement de marche forcée. Donc avant c'était x2 hein, tout simplement. Maintenant le marche forcée, certaines unités vont avoir une marche forcée plus élevée que x2 et d'autres moins élevée que x2. C'est une des caractéristiques qui a été rajoutée. Ça peut être intéressant ou pas, après à voir à l'utilisation. La discipline qui va permettre, c'est ton commandement en fait, savoir si tu vas fuir ou pas, ou si tu vas réussir certaines actions, ne serait-ce que les reformations, des choses comme ça. C'est ça, la résistance mentale à voir les horreurs de ce qui se passe. Et puis à savoir exécuter les ordres, parce que notamment par exemple les morts-vivants, qui eux n'ont pas de discipline, puisque en fait tout fonctionne, ils sont comment dire, c'est le sorcier qui donne les ordres. C'est pas eux qui prennent leurs décisions. Donc eux ne bougeront pas, ils fuiront pas, ils n'auront pas peur. Alors c'est une des caractéristiques de l'armée, c'est intéressant. Après il y a d'autres inconvénients, et c'est l'avantage, c'est que ça se balance pas mal. Sauf que les sorciers deviennent des points clés de l'armée, voilà. Des unités sensibles. C'est sûr. Après, bon, le nombre de points de vie, bon, ça reste assez logique. La capacité de défense, bon, comment en fait, là, ça va être par rapport à la capacité offensive, on va faire la différence entre notre capacité offensive et défensive pour savoir quel jet à faire pour toucher. La résistance, l'endurance, pour savoir comment on va être blessé. L'armure, pour savoir si on va avoir une blessure ou pas. L'agilité, en fait, ça va servir surtout c'est pour savoir qui tape en premier dans un combat. Parce que plus on va avoir une agilité élevée, plus on va taper en premier. Donc plus on va avoir la possibilité de tuer l'adversaire avant qu'il nous fasse des dommages. Ouais. Donc ça, c'est une autre agilité peut être intéressante dans certaines armées. Dans toutes les armées, c'est intéressant. Tu y penses à deux fois avant de charger une ligne d'elfes lanciers. Ouais, ou un vampire ultra rapide qui va te mettre des grands coups. Qui va te rentrer des petits coups d'épée avant que tu aies fini de cligner les yeux. Voilà, l'avantage c'est que la charge va te donner un bonus en agilité, qui va faire que si tu pars avec un déficit, au moins ça va compenser un petit peu, ou si tu as une égalité, le fait d'avoir chargé, ça va faire que tu vas taper avant, ou si tu avais une agilité plus faible, tu vas taper au même rang d'initiative. Mais ça c'est intéressant. Il y a un bonus à la charge, donc ça te donne plus les bonus de charge normaux que certaines unités peuvent avoir. Donc ça c'est intéressant que cette petite chose-là ait été rajoutée. C'est une petite chose, mais ça peut faire pas mal de différences. Donc c'est vraiment c'est intéressant cette petite chose qu'ils ont rajoutée. Le nombre d'attaques, la capacité offensive, donc on l'a vu par rapport à ça qui va s'opposer à la capacité défensive. La force,
qui va s'opposer à l'endurance pour savoir si tu arrives à blesser facilement ouais, c'est ça, ton à adversaire. percer le muscle de la personne ou pas. Là. Et la pénétration d'armure qui va te permettre, qui est à l'opposé de l'armure, qui va te permettre d'annuler l'armure adverse. On va parler un peu de la structure de la liste d'armées, comment on fait une liste d'armées. En fait, la liste d'armées est séparée en plusieurs types de figurines. Donc il y a les personnages en fait, tous tes personnages vont rentrer dans la catégorie personnage. Ça, les héros charismatiques. Tous les héros, voilà, rentrent dans la catégorie personnage. La base, donc toutes les troupes, en fait, qui vont rentrer dans le socle de base. Les spéciales et les spécifiques. Les spéciales, c'est des armées plus rares, qu'on va avoir un peu moins. Et les spécifiques, c'est des unités que tu ne trouves que dans certaines armées. Donc c'est vraiment, elles vont avoir des capacités spéciales en relation avec ton armée. Donc la différence un peu, c'est que on peut avoir des restrictions type 0,1 ou 0,2 ou 0,3 pour savoir le nombre que tu peux mettre dans ton armée. Donc il y a certaines entrées que tu peux avoir qu'une seule fois dans ton armée. C'est ça, limiter parce que certaines sont vraiment puissantes, voilà. Ou encore ils ont une grande versatilité. Voilà, c'est pour représenter qu'elles sont rares. En plus des points, elles sont rares. Donc c'est pour éviter d'avoir 2 dragons légendaires dans une seule armée, quoi. Et donc aussi, il faut qu'on dépense 25% des points dans sa base. Et pareil, on va avoir un certain nombre de points qu'on ne peut pas dépasser un certain nombre de points en personnage. Ça évite de monter des personnages trop avec 50 objets magiques, un gros build et qui va avec toutes les options possibles et qui va devenir trop fort. On peut le faire, mais ça veut dire qu'il faut que dans ce cas-là, on dépense plus dans sa base. Donc on ait plus de troupes de base et ça veut dire qu'on va avoir moins de spéciaux et moins de spécifiques. Donc ça peut être intéressant, c'est un ratio et ça permet aussi de limiter un peu les listes et de contraindre un peu la création de listes. Donc ça peut être intéressant c'est un mécanisme intéressant de limitation du gros build, quoi, en fait, ou d'une limitation de la puissance des listes, ou pour équilibrer des listes. Suffit que certaines armées vont avoir des limitations, ils pourront avoir moins ou plus de personnages, par exemple. Ouais. Par exemple, des armées avec peu de troupes mais avec des gros personnages qui valent très cher parce qu'ils sont très puissants, comme des ogres par exemple. Il me semble que les ogres... Les Bretons aussi rentrent dans... le royaume d'Aquitaine rentre là-dedans, les héros coûtent moins cher, puis tu peux en avoir plus pour compenser le fait que l'infanterie de base... est vraiment pas cher. Ouais, puis il est vraiment pas bonne. Ouais. Ça c'est aussi c'est ce qui permet aussi de donner un peu une identité à l'armée en disant oui, ça va être une armée plus de personnages ou moins de personnages en fonction des restrictions du codex et de ces petites restrictions qui ont pas l'air de comme ça a pas l'air très contraignant, mais au final c'est des bonnes petites restrictions, je trouve, et que c'est pas trop compliqué aussi, où on n'a pas trop à se prendre la tête. C'est sûr que ça fait des pourcentages de points à gagner, à compter. Il faut vraiment compter ça. Ça peut être un peu pénible, mais d'un autre côté, il suffit d'utiliser Battlescribe par exemple. Battlescribe, il va vous le dire, vous allez dépenser 20 points de trop ou 100 points de trop. Donc, de toute façon, avec une calculatrice puis des chiffrons, ça se fait facilement. Ça se fait assez facilement. C'est vrai que des fois, ça serait plus facile de dire vous pouvez pas mettre plus de 200 points ou des choses comme ça par tranche de tant de milliers de points ou des choses d'un genre. Mais c'est un truc historique, le fait de laisser des pourcentages dans la création d'armée. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi, c'est sympa parce que le pourcentage fait aussi que, comme tu peux jouer sur les pourcentages, c'est-à-dire que tu peux dire je vais délaisser mes spéciaux, rentrer plus de base pour pouvoir avoir un personnage plus fort, pour débloquer un personnage plus fort. Ouais. Donc ça permet aussi de toi, dans ta construction de liste, d'aller chercher quelque chose, de dire je vais sacrifier quelque chose pour gagner quelque chose. Donc je trouve que c'est intéressant, je trouve que c'est un mécanisme intéressant. Ça limite d'aller chercher ce qui est bon. Faut toujours que tu fasses un choix quelconque. Voilà, ça veut dire, tu vas aller chercher quelque chose de bon, mais d'un autre côté, parce que tu t'es obligé à prendre des troupes de base. Donc d'un certain côté, tu vas avoir un personnage très puissant, et d'un autre côté, tu vas avoir beaucoup de bases. Et tu vas avoir moins de choses spéciaux, de choses comme ça.
c'est un mécanisme limitatif et je trouve qu'il est intéressant. Après tu pourrais dire bah, moi je vais moins dans les bases, on va avoir un personnage moins fort, mais je vais aller chercher plus de spéciaux parce que moi ma liste, ce que je veux c'est je veux baser ma liste là-dessus. Donc ça va permettre de donner un peu aussi une âme à la liste et des choses comme ça. Donc bon point là-dessus et je suis content qu'ils aient gardé ce type de limitation qui restait, qui date de Warhammer, des anciennes versions de Warhammer. Une autre évolution de la V2, c'est la phase de magie qui a été quasiment refaite au complet. Donc maintenant comment ça se passe? Donc on va tirer au hasard une carte de flux, ce qu'on appelle une carte de flux, c'est-à-dire que chaque joueur a sa pile, a les mêmes cartes, il y en a 8 pour 6 tours, donc on n'est pas sûr d'avoir toujours les mêmes. Okay. Plutôt que de faire comme avant, jeter 2d6 et puis aléatoirement avoir le nombre de dés de magie qu'on pouvait se répartir, etc. Là on va on va tirer une carte de flux, c'est aléatoire, mais ça va donner toujours un nombre de dés aléatoire, mais le gap est moins élevé. Et plus, donc il y a moins d'écart. Donc par exemple j'ai pris celle-là, c'est la carte numéro 1, elle va donner 4 dés de magie et 3 marqueurs voile. Ça c'est une autre évolution de la V2. Donc les marqueurs voile, ça va être... chaque joueur va avoir un pool de marqueurs voile et va pouvoir changer 3 marqueurs voile contre 1 dé de magie ou les utiliser pour d'autres choses. Certains, genre les elfes par exemple, tu peux utiliser des marqueurs voile pendant ton tour pour éviter des blessures. Okay. Donc il y a un certain nombre de choses. Tu peux utiliser des marqueurs voile. J'ai pas tous les effets en tête parce que j'avoue que j'ai pas lu tous les codex. Donc voilà, les marqueurs voile vont pouvoir être utilisés comme ça. Et tu peux aussi stocker des marqueurs voile pour le tour d'après. Et comme ça pour avoir plus de démagie au tour d'après. Okay. Les marqueurs voile, c'est que le joueur actif qui en a. Ça va 4 dés de magie par joueur et le joueur actif va avoir 3 marqueurs voile. Tu peux pas en avoir plus que 6 si je dis pas de bêtises, je revérifierai mais c'est un truc comme ça. Et si tu dépasses, ils sont perdus. Okay. Ça évite qu'un joueur se fasse 27 marqueurs voile et tout d'un coup un tour il dit bon bah je vais avoir 10 dés de magie et toi tu as 2 dés pour me contrer, je passe tourner ça. Et des fois ils ont certains effets comme celle-là, tous les fiascos gagnent un modificateur de +1. Donc ça veut dire que dans celle-là, on va éviter de faire un fiasco parce que sinon ça va être... Ça peut devenir méchant. Voilà. Donc, comment se passe la phase de magie? C'est assez simple. Une fois qu'on a tiré notre carte, on fait siphonner le voile. Donc c'est ce que j'avais expliqué. Si tu peux changer des marqueurs voile contre des dés de magie. Après, tu prends un magicien, tu vas lui dire, tu vas choisir un des sorts qu'il a. Donc pour les sorts, c'est facile, on prend la description du sort, on choisit un nombre de dés, le nombre de dés qu'on veut lancer, et il y a une valeur à battre avec ce nombre de dés. On jette le nombre de dés, on voit si on réussit la valeur ou pas. Si on réussit la valeur, l'adversaire peut faire un dispel, essayer de le contrer, et donc lui va choisir un nombre de dés dans son pool et essayer de battre ta valeur, et s'il bat ta valeur, ton sort ne passe pas. Si le sort passe, on va effectuer le sort en lui-même en fait. Soit ça va être une aura qui va donner des bonus, soit ça va être des dommages directs, on va résoudre l'effet du sort. Et par contre, si on fait un triple sur le nombre de dés qu'on jette, par exemple si on jette 3 dés et qu'on fait triple 6, on a une table de fiasco, et en fonction du triple qu'on a fait, par exemple le triple 1, c'est une perte de concentration, le sort fonctionne pas, tout simplement. Plus c'est haut, plus c'est épais. Voilà. Oui, effectivement, plus on va faire un fiasco élevé, plus effectivement les dommages vont être graves. 666, c'est l'implosion magique, donc le lanceur va subir des touches qui vont le blesser en attaque magique, etc. Donc il risque de perdre des points de vie. Donc
Et donc plus on va jeter de dés, plus on va risquer de faire de triples. C'est aussi une des choses qui a changé. C'est plus difficile. On peut faire, statistiquement, on peut faire plus souvent de fiascos, mais les fiascos sont moins dommageables. Ouais. Plus souvent, mais on peut plus facilement les éviter en jetant 3D. Il y a quand même peu de chances de faire un triple. Alors qu'avant, je me souviens plus tout à fait de la règle, mais avant. C'est ça sur le dos. Ouais, voilà. Et les fiascos, moi, ça m'est déjà arrivé de perdre mon général, mon vampire, sur un fiasco terrible, quoi. Moi, parce qu'avant, double 6, warp, et puis fini, quoi. C'est ça, après ça, c'était aléatoire avec un des 6 pour savoir c'est quoi qui se passait, tandis que là, c'est en fonction du triple. Mais au pire, tu vois, tu prends quelques touches, c'est pas genre warp et t'as perdu 600 points de général. Pas que le triple 7, c'est mort instantané. Ouais, triple 7, il faut faire triple plus le truc qui donne plus 1 au... Faut vraiment pas de ces chanceux. Donc on a vu comment fonctionnait la magie. Les cartes de flux, c'est quelque chose d'intéressant du fait que ça laisse de l'aléatoire, mais pas trop. Et que ça évite qu'il y en ait un qui fasse des double 1 pour ses phases de magie tous les tours et que l'autre il fasse que des double 6. Non, mais parce que toi t'avais pas de dés de magie, tu pouvais rien faire alors que t'avais une armée basée sur la magie, alors que l'adversaire, ou à l'inverse, l'adversaire qui tombe que sur des grosses phases et qui peut passer ses gros sorts. Donc là, l'avantage c'est comme il y a 6 cartes, il y a 8 cartes sur 6 tours, même en n'ayant pas trop de chance, vu que les cartes en plus sont à peu près équilibrées. Tu es sûr, et comme les deux ont chacun leur pioche, donc on est à peu près sûr de tomber à peu près sur quelque chose d'équivalent, donc c'est assez balancé, même s'il reste un peu d'aléatoire quand même, heureusement, pour pas que ça soit pour pas trop baser ta liste sur la magie, mais au moins tu es sûr d'avoir plusieurs phases, des vraies phases de magie, et de pas dire un coup je fais double 1, un coup je fais double 6. Ouais. Donc ça c'est intéressant. Après je trouve ça, moi je suis pas trop fan du principe de cartes et de choses comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'est plus facile vu que il y a plusieurs effets sur chaque carte, donc c'est quand même plus facile d'avoir ça sur une carte. Je suis pas trop fan de ce genre de papier parce que c'est des choses que c'est assez du consommable. Parce que si demain ils disent ouais mais on va refaire 2-3 cartes parce que on les trouve trop fortes, pas assez fortes, ou etc. Là sans les imprimer c'est poubelle, quoi. Donc je suis pas trop fan de ça, mais bon, suffit d'avoir le livre de règles, tu jettes un D6, ça peut le faire aussi. Sinon, les imprimés ça coûte moins cher que d'acheter le paquet à 15$. Ouais, voilà, mais bon, c'est le seul truc que je trouve un peu peut-être. Mais bon, il suffit de prendre le livre, on jette un D8 et puis on sait celles qui ont été faites. C'est pas un D8, un D6, et puis c'est pas très gênant, mais. Voilà, s'il y avait une petite critique à faire, c'est ça là qu'on pourra avoir. Un des derniers aspects qu'on pourrait aborder avant de montrer comment se déroule un tour, ce qui peut être qui est intéressant, c'est que on a dans beaucoup d'unités, on a les options pour avoir un champion, un musicien et un porte-étendard. On va voir que les étendards sont assez intéressants. Donc là, on ne va pas jouer avec la grande bannière. On peut avoir une grande bannière qui va donner des bonus, des choses comme ça. Là, on ne va pas jouer avec parce qu'on n'a que 1000 points et que c'était un peu trop compliqué à les rentrer. Mais le champion, la bannière et le musicien vont chacun donner des bonus. Alors toutes les unités n'ont pas accès à tout. Des fois, tu peux avoir accès qu'au champion. Par exemple, mes loups peuvent avoir accès au champion, mais pas aux musiciens. On imagine bien pourquoi. Mais, ni à bannière, donc, on n'y a la bannière non plus. Donc, le champion, ça va être une figurine qui va être un peu plus forte. Elle va avoir des attaques en plus, des choses comme ça. Et elle va avoir elle va avoir des petits bonus comme ça. Le musicien va nous permettre de faire des reformations et de pouvoir aussi, en fonction de si on est proche de l'adversaire, de pouvoir faire certaines actions que sinon on serait obligé de faire un jet de discipline. Là, ça va nous éviter de faire des jets de discipline quand on est loin de
quand on est loin de Comment, ouais. sa grande bannière justement, ou de son commandant, qu'on ne peut pas bénéficier de sa discipline, le musicien peut être intéressant pour justement pas se retrouver bloqué. Et c'est des petits mécanismes qui rentrent, qui mettent de la subtilité. Par exemple, on peut envoyer une petite unité très rapide à côté d'un gros pack de l'adversaire. Et s'il n'a pas prévu des musiciens ou ce genre de système, il peut se retrouver à être embêté pour se reformer ou avoir des mouvements obligatoires, des choses comme ça, parce que il va pas bénéficier de ça. La bannière va donner des bonus aussi pour les résultats de combat. Si on a une bannière, si on se fait charger, ça peut éviter, ça va nous donner un petit bonus pour éviter de fuir ou des choses comme ça. Ouais. Donc ouais, je ne vais pas détailler toutes les règles, mais c'est des petites choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir si on joue à Warhammer 40 000 par exemple. Ouais. C'est des choses qu'on n'a pas, on a le sergent, mais le musicien et la bannière, c'est des choses qu'on n'a pas. Et on peut les bannières, une fois qu'on a pris une bannière aussi, on peut aller prendre des bannières magiques qui vont nous donner du mouvement, des attaques enflammées qui vont être plus efficaces sur certaines types d'armées, par exemple. Ou de la résistance contre les sortilèges ou des choses comme ça. Donc ça va apporter de la diversité et des petites surprises pour l'adversaire. Des petits twists, là. Voilà. C'est des petites choses sympas, donc c'est pour ça que je voulais le noter un petit peu pour qu'on voit un peu plus pour voir un peu la richesse du jeu, quoi. La richesse du jeu se retrouve aussi dans ce genre de petites choses. Après, bon, il y a beaucoup de petites règles qu'on n'a pas abordées. Après, ça peut sembler comme ça un peu touffu, mais c'est pas si compliqué que ça. Il y a une centaine de pages de règles, en sachant que dedans on a au moins 4-5 pages de compétences. L'avantage, c'est que c'est les mêmes compétences pour tout le monde. La parade, par exemple, c'est la même compétence pour tout le monde. Donc l'avantage, c'est que une fois qu'on connaît la règle de parade, si l'adversaire nous dit moi j'ai la parade sur telle unité, on sait ce que c'est. Il n'y a pas à aller trop regarder dans le codex qu'est-ce que fait ta règle, machin. Donc pour moi ça, je trouve ça intéressant. Il y a des règles spécifiques au codex et à certaines unités, mais d'avoir un pool de règles spéciales qui sont communes à tout le monde et qui vont être au maximum utilisées pour que tout le monde utilise la même règle, et pas avoir la même règle splittée 5 fois avec un wording 5 fois différent et avec un effet légèrement différent pour mêler un peu tout le monde. Donc ça va être, pour moi ça c'est intéressant. Bon, c'est ça aussi qui fait beaucoup de trucs, sachant que dans les règles aussi il y a des règles de tournoi, il y a des règles de composition d'armée en fonction de les règles de terrain, les règles de déploiement, etc. Donc globalement les règles en elles-mêmes sont pas si lourdes que ça. On a quand même ça peut faire peur au départ, mais ça a été aussi un des gros travaux qui a été fait sur le jeu, c'est-à-dire de simplifier les wordings, simplifier les règles pour pas avoir 5 fois la même règle. Aussi, ils ont retiré tout ce qui était plus ou moins fluff, en disant, par exemple, avant la règle pour savoir qu'on ne pouvait pas tirer, par exemple, après avoir fait une marche forcée, c'était écrit oui, parce qu'il faut emballer ou déballer les armes, etc. Tout ce genre de ligne un peu fluff a été retiré de la partie règle, et pour que ça soit le plus simple et le plus efficace possible et qu'il n'y ait pas de truc de dire oui mais et que le book de règles fait ça. Ouais, voilà. Ça a été et pour moi c'est une très bonne chose. Ils ont complètement séparé les règles et le fluff, et toutes les choses, des justifications un peu, tout ce qui était un peu justification par rapport au réalisme ou des choses comme ça, tout ça a été vraiment retiré, et ça donne une lisibilité des règles plus rapide, plus fluide.
et ça permet aussi de moins d'ambiguïté et moins de choses, même si on ne sait pas trop sur machin, on lit la règle, on la relit 2-3 fois s'il faut, mais on arrive facilement à la comprendre et à voir son effet. Et même s'il reste un peu encore des choses un peu complexes, des interactions entre les règles, des choses comme ça, mais globalement, le maximum a été fait pour éviter ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment un bon point à noter et qui est vraiment agréable pour ce type de jeu, quoi.